Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de presse. Sur le plateau, avec moi et à ma droite, l'honorable Joshua Ossi, député SDF. Bonsoir et bienvenue, honorable. Merci, bonsoir et très bonne soirée à tous les téléspectateurs. À ma gauche, l'honorable Angelbert Essomba Bongonek, député RDPC. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci de m'accueillir, madame. Je dis bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Avec vous, monsieur, nous adressons la question de la pression fiscale au Cameroun. La session, alors que se tient donc la session sur le débat d'orientation budgétaire, et c'est donc ouverte à l'Assemblée nationale sur fond de ratification de 2 ordonnances présidentielles. Et puis, en grand format ce soir, Can Total Énergie Cameroun 2021, une folle rumeur faisant état d'une réattribution de la compétition à un autre pays a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a dû monter au créneau. Balle au centre sur le plateau de Scène de presse. Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de presse. Honorable Joshua Ossi, je vous dis bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Alors, quelle est votre situation au lendemain de ces assises du NEC? Ça va avec votre camarade de parti, l'honorable Nietzsche? Écoutez, premièrement, j'aimerais évacuer, je ne sais pas comment je peux appeler ça, parce que c'est une mauvaise présentation de la chose. Je n'ai aucun problème avec un camarade. Il y a une structure, celle du littoral auquel j'appartiens, qui a pris une décision qui a été examinée hier par le comité exécutif national. Et au sortir de cet examen, je peux le dire avec beaucoup de fierté, je pense que c'est pour cela que j'appartiens à cette famille politique, que le parti a gagné, le SDF a gagné. La démocratie camerounaise a démontré qu'on a encore de la ressource au sein de nos partis politiques et donc nous continuons le combat. Nous allons nous battre, on a beaucoup de travail sur le terrain. On a eu un temps mort de quelques semaines parce qu'il fallait clarifier les choses. Maintenant qu'elles ont été clarifiées, vous connaissez bien la réponse, je vous la prêterai pas. Donc vous n'êtes pas tombé sous le coup du 8-2? Écoutez, le comité exécutif national a pensé que non, ce n'est pas le cas et donc voilà, donc ça fait en sorte qu'il faut maintenant redoubler d'efforts, travailler encore plus et surtout rassembler. Je pense qu'il est important de comprendre que quand on entre dans un imbroglio pareil, c'est des fois plus ou moins facile de sortir de là, mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de créer cette cohésion au sein de cette organisation qui est si nécessaire pour qu'on avance ensemble et puis surtout pour rassembler. Et donc c'est pour cela que je pense qu'il est important, quand on est en position de leadership, de mettre les choses fâcheuses derrière nous et de regarder en avant. Nous faisons ce que nous faisons dans nos partis parce qu'on aime le Cameroun. On le fait parce qu'on veut que le pays avance, on le fait parce qu'on veut donner un meilleur avenir à nos enfants. Et donc c'est ça qui est important, pas les positions des uns et des autres et les égos subdimensionnés très souvent. Donc voilà. Donc, Tout est rentré dans l'ordre. Je le souhaite, tout est entré dans l'ordre hier, je le souhaite maintenant que c'est rentré dans l'ordre de façon sincère. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis dans cette dynamique. Je l'ai d'ailleurs toujours été et je l'ai fait de façon publique hier et je continue là-dessus et je ferai tout ce que je peux pour que tout rentre dans l'ordre de la plus belle des manières. C'est entendu, merci pour ces réponses. Alors, nous allons parler donc de la pression fiscale au cours de cette édition de Scène de presse. Mais avant, je voudrais, honorable Essomba Bongono, parler de ces ordonnances du président de la République. Après l'ordonnance du 26 mai dernier, le président vient à nouveau de signer une ordonnance complétant et modifiant la loi de finances 2021. Et parmi ces modifications, il y a l'augmentation des droits de timbre. Et vous, vous dites que le président... Pour les passeports, autant pour moi. Et vous, vous dites que le président de la République est dans son droit. C'est bien cela? Oui, parce que les modifications de la loi fiscale sont du domaine de la loi.
pour que le président de la République prenne une ordonnance modifiant des dispositions d'une loi de finances en matière fiscale, il faut qu'il soit habilité par le Parlement. Or, l'article 56e de la loi de finances pour l'exercice 2021 habilite effectivement le président à apporter par ordonnance des modifications de la loi des finances, des modifications de la loi fiscale. Donc, le président est tout à fait dans son droit. Il ne crée pas un nouvel impôt. Il ne crée pas un nouvel impôt parce que c'est un impôt qui existe. C'est vrai qu'il y a une augmentation consécutive de l'ordre de 46%, parce qu'on passe de 75 000 francs à 110 000 francs pour le timbre sur le passeport. Et les passeports sont des titres qu'on obtient en one shot, c'est-à-dire vous l'avez une fois tous les 5 ans, ou bien lorsque vous êtes en situation de renouvellement. Donc, cette ordonnance présidentielle va maintenant être examinée dans les mêmes conditions que la loi des finances initiale par le Parlement. Et à la fin de cet examen, si le Parlement accorde la ratification à l'ordonnance, elle devient et produit les mêmes effets que la loi de finances initiale. À partir de ce moment-là, donc, cette augmentation sera effective. Alors, honorable Joshua, si je voudrais partager avec vous cet extrait de la tribune du professeur Henri Ngouatabi, qui est économiste. Il dit ceci à propos justement de ces droits de timbre sur les passeports. Le droit de timbre sur les passeports qui passe de 75 à 110 000 francs CFA vise la mobilisation des ressources internes. Les Camerounais doivent fournir plus d'efforts pour pas qu'on soit toujours obligé de nous tourner vers l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, il a en partie raison, en partie seulement, parce qu'au fait, une des conditions pour élargir l'assiette fiscale aussi, une des conditions pour que les gens adhèrent à la politique fiscale d'un pays ou d'un gouvernement, c'est qu'ils arrivent à voir comment cet argent se traduit au quotidien dans leur bien-être. Alors si vous poussez en plein Yaoundé vos véhicules dans la boue et que l'électricité arrive un peu chez vous comme un sapin de Noël et que l'eau sort plutôt du robinet tout jaune alors que vous payez pour de l'eau potable, il est évident que les gens ne s'associent pas. Maintenant, j'aimerais dire que sur le thème du passeport, je ne peux pas y apporter une critique parce que le principe même de solidarité voudrait que ceux qui sont nantis payent un peu plus pour soutenir ceux qui ont encore un peu moins. Donc le passeport, je le considère comme un élément qui est plutôt en la possession dans notre économie nationale aujourd'hui, c'est plutôt les moins nantis qui n'ont pas de passeport et les plus nantis qui en ont. Et donc, s'il doit faire un effort supplémentaire pour que l'eau coûte un peu moins cher, pour que l'électricité coûte moins cher demain et pour qu'on ait un peu plus d'éducation et plus de santé, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'on paye plus et on ne voit pas plus de santé. On ne voit pas plus d'éducation, on ne voit pas plus de services sociaux, etc. Et c'est ça qui cause, c'est ça qui fait problème. Donc, fondamentalement, sur le principe, il n'y a pas de problème. Sur le fait que c'est légal, je suis d'accord avec mon collègue, c'est tout à fait d'accord, c'est dans la loi de finances. Il a le droit de faire cette ordonnance, mais c'est maintenant la responsabilité de l'Assemblée nationale de rejeter ou pas. Mais puisque vous savez comment est faite la composition de l'Assemblée nationale, ça ne fait aucun doute quelle issue sera réservée à cette hausse-là. Mais, encore une fois, le plus important avec le fisc, c'est sa destination. Et tant que les gens ne ressentent pas la différence dans leur quotidien quand des gens payent plus, ils ont un problème avec le fisc. Alors justement, pour financer les projets de développement que vous évoquiez il y a quelques instants, il y a les impôts. Oui. C'est le seul moyen de financement, enfin, l'un des moyens de financement le plus sûr pour le Cameroun en ce moment, étant donné qu'on ne peut pas actionner le levier monétaire. Oui, c'est le moyen le plus sûr parce que dans ce domaine, le Cameroun a encore beaucoup de marge de progression. La pression fiscale, c'est-à-dire le montant total de toutes les recettes fiscales recouvrées par l'État au cours d'un exercice budgétaire, rapporté au produit intérieur brut en 2021, c'est de l'ordre de 12,7%. Ça veut dire que si toute la richesse du Cameroun se résume à 100 francs, la part que les impôts prennent est de 12,7%, en progression d'1,3% par rapport à l'exercice 2020. Et les services du ministère des Finances
font une projection de l'ordre de 13,5% en 2023. Or, vous savez que les recettes fiscales représentent pour le budget 2021 90% des ressources budgétaires. Ça veut dire que si on ne recouvre pas assez, si on ne mobilise pas nos ressources fiscales, nous serons à court. Parce que l'autre solution qui reste, malheureusement, pour un pays comme le Cameroun, c'est l'endettement. Donc, le Cameroun n'ayant pas de souveraineté monétaire, c'est-à-dire la capacité d'émettre de la monnaie pour les agents économiques et pour l'État, il ne lui reste que la dette et les impôts. Et pour que nous y arrivions, et je conclue là-dessus, une marge un taux de pression fiscale de l'ordre de 30 à 35% serait le meilleur pour qu'on atteigne véritablement tous nos objectifs. Donc, on va revenir sur cette question-là, voilà. mais je voudrais quand même que vous réagissiez sur ce que vient de dire l'honorable Joshua aussi, qui dit que c'est bien beau de prélever, c'est bien beau de prendre tout cet argent-là, mais si on ne voit pas ça, ce qui est fait au quotidien, si on ne voit pas les retombées de ces prélèvements-là, on a tendance à dire non, on a même tendance à penser qu'on en fait un peu trop. Oui, si vous prenez par exemple, je prends juste un exemple, vous prenez un cas comme le timbre sur le passeport dont on parlait tout à l'heure. Le Cameroun émet par an entre 180 et 200 000 passeports. C'est-à-dire que vous n'avez même pas assez pour commencer à construire. Il y a un déficit en eau potable, il y a un déficit d'accès à l'énergie. Les services sociaux de base dont il parle, c'est vrai que ce sont des services où les Camerounais attendent des résultats. Mais maintenant, en général, on met le taux de progression des impôts et même le taux de progression de la richesse nationale en relation avec le taux de progression de la démographie. C'est-à-dire que si vous avez un taux de progression de la croissance et même de votre richesse de 3%, et que vous avez par le même temps un taux de progression du nombre de personnes à qui on doit répartir cette richesse de l'ordre de 2 ou 2,5%, il ne vous reste pas assez d'argent. Pourtant, vous avez progressé. Donc, le souci de l'État ici, et c'est une question de gouvernance, c'est d'atteindre effectivement la fonctionnalité des dépenses budgétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on demande de construire un bloc de 2 salles de classe, que le bloc de 2 salles de classe soit effectivement construit, bien construit, et qu'on y trouve à l'intérieur un tableau noir, des tables bancs, un enseignant, et que des réceptions, ces 2 salles de classe soient utiles pour les élèves. Donc, s'il n'y a pas ce critère de fonctionnalité, et c'est là que nous avons le plus de problèmes, regardez le budget d'investissement public, ce n'est pas un problème de mettre des cachets rouges sur des papiers pour justifier la régularité. Nous avons un sérieux problème de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le développement de façon visible, on ne voit pas le patrimoine de la nation progresser d'une année à l'autre. Et c'est vous, militant du RDPC, qui bien sûr, je le dis d'autant plus que je suis également président d'un comité de suivi du BIP, et je peux vous assurer que l'un des problèmes que nous avons effectivement, c'est d'arriver à atteindre, à satisfaire la demande, les nombreuses demandes sociales. Pourtant, nous avons beaucoup progressé dans ces divers domaines qui ont été évoqués, l'énergie, les transports, les soins de santé, l'éducation. Nous avons beaucoup progressé, mais ce n'est pas encore assez. Les populations en demandent et le gouvernement, je crois, nous donne régulièrement la garantie qu'il est à l'écoute de ces populations. Alors, le taux de pression fiscale est d'environ 13,5% au Cameroun aujourd'hui. Honorable Joshua aussi, dites-nous, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un taux plutôt élevé ou alors le problème est ailleurs? Écoutez, avant d'aller directement à cette question, il y a un point très important que j'ai oublié par rapport au prix des passeports, il faut l'appeler ainsi. Parce qu'aujourd'hui, dans la conscience collective, on achète des passeports, ce n'est pas un droit de timbre. C'est l'attractivité même du passeport. Vous savez, notre gouvernement devrait travailler sur cette attractivité-là. Quand vous êtes 143e passeport dans le monde pour l'accessibilité à d'autres pays, sur 149, il y a un problème. Ça veut dire qu'au fait, il n'y a aucune valeur ajoutée à part le patriotisme ou l'obligation, parce qu'on n'a pas le choix de détenir un passeport camerounais, parce que c'est un document de voyage. Donc il faut aussi, les gens seraient peut-être prêts à payer 500 000 francs de droits de timbre, si de l'autre côté, ils ne doivent pas payer 200 000 francs pour avoir chaque petit visa, s'ils ne doivent pas payer 100 000 francs pour avoir un visa pour aller dans un pays africain, etc. Donc il faut penser aussi un peu à cela. Maintenant, pour revenir sur votre question, sur votre point, sur
Le taux de pression fiscale le problème, c'est qu'il faut définir, parce que entre ce que le ministère des Finances et les services, et ces différents services, et les spécialistes, les économistes les financiers, quand ils parlent de taux de pression fiscale, ils se rapportent à ce que disait mon collègue, c'est-à-dire que le pourcentage par rapport au PIB. Mais quand vous demandez aux contribuables camerounais, et on a fait le travail en commission de finances à la 9e législature. Les Camerounais dans la ville de Douala, à 91%, pensent que la pression fiscale, c'est au fait la pression que les agents du fisc ont sur les commerçants, sur les entrepreneurs, sur les PME. Quand vous discutez avec le JICAM, ils vous disent qu'ils passent le plus clair de leur temps, au lieu de chercher à développer leurs entreprises, à contrecarrer les agents du fisc qui descendent chez eux et les problèmes avec le fisc. C'est devenu un emploi à plein temps pour ces entreprises-là. C'est-à-dire qu'au fait, nos entrepreneurs sont devenus des sapeurs-pompiers à cause de cette pression fiscale qui n'est pas la même que la pression fiscale je dirais, financière. Donc, où on parle de l'assiette et tout. Quand vous avez le fisc qui est chez vous tous les jours, qui cherche des poux, même quand vous avez une calvétie, c'est de ça que parle le contribuable. Et il faudrait, et je pense que l'administration fiscale aujourd'hui, le ministère des Finances aujourd'hui, travaille aussi déjà pour améliorer la relation entre le contribuable et son département, donc et le ministère des Finances. Mais il faut encore faire plus. Parce qu'au fait, finalement, quand on dit que l'assiette fiscale est de 13,5%, il ne faut pas oublier qu'il y a, je crois, si je ne me trompe pas plus de 1% des entreprises camerounaises qui payent 80% de l'impôt du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, au-delà d'élargir l'assiette, parce que c'est un grand terme, élargir l'assiette fiscale, etc., il faut comprendre que ces 1%, c'est l'économie camerounaise tout entière. Et quand vous avez les 30 premières entreprises camerounaises qui vous disent que leur plus gros souci, c'est la façon dont ils sont traités par le fisc, par l'administration, parce que ça va avec, et le fait qu'ils n'arrivent pas à être considérés comme des contribuables, donc des clients de l'administration fiscale. C'est ça le plus grand problème. Mais si on paye régulièrement ces impôts, est-ce qu'on n'est pas à l'abri de toutes ces tracasseries? C'est justement ça la pression fiscale telle que définie par les PME et les commerçants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez payer tout ce que vous voulez, et même quand vous payez, on vous trouve toujours quelque chose que vous n'avez pas payé. D'ailleurs, quand vous payez tout, ils ne sont même pas contents avec vous parce qu'il faut toujours trouver des niches, des trous, des trucs. Il faut créer le vide pour pouvoir trouver un redressement, pour pouvoir vous suivre, etc. Donc, quand vous payez tout, vous devenez automatiquement l'ennemi du fisc. Donc, je voudrais juste dire, pour revenir Mais ça trait aux individus, ça n'a pas trait. Est-ce que ça trait à l'administration fiscale? C'est pour cela que je dis qu'il faut bien définir, Madame Begache, il faut bien définir ce qu'on comprend par pression fiscale. Parce que pour l'honorable et moi-même, la pression fiscale, c'est le taux d'imposition par rapport à l'assiette globale. Okay? Mais pour le contribuable lambda au Cameroun, c'est le nombre de fois qu'on vient, c'est les tracasseries qu'on subit, etc. C'est ce qu'il appelle pression fiscale. Donc il faut bien faire la différence. Maintenant, pour parler de ce taux dont vous avez défini à 13,5% qui dépasse exactement ce niveau pour les entreprises qui payent les impôts. Je parle des 1% sur le Cameroun qui payent 80% des impôts. Et il faut juste voir les impôts. Le fisc lui-même nous a dit, le directeur des impôts lui-même a admis que je ne sais plus un nombre exagéré, je crois qu'à peu près 70-75% des entreprises camerounaises ne font pas de bénéfices. Ne font jamais faillite, mais ne font jamais bénéfice. Donc il y a un véritable problème. Donc il faut le résoudre, il faut élargir cette assiette. Mais je voulais juste pour finir là-dessus, en fait pas finir, pour conclure sur mon propos, dire que oui, il faut élargir l'assiette. Oui, il faut trouver des moyens beaucoup plus innovants. Oui, il faut aller, comment dirais-je, il faut trouver des nouvelles niches. Mais il y a une niche que nous avons devant nous et que le Covid a même accéléré. C'est la digitalisation de tout cela. Si on le fait, on règle 80% des problèmes, mais on voit très bien que c'est l'administration elle-même qui ne veut pas accélérer là-dessus. Et donc on comprend que les contribuables ont raison. Juste en quelques secondes, et puis on va prendre je voudrais dire premier deux élément de choses. cette La question. première, c'est sur vraiment le timbre du passeport, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien de quoi on parle. Pour dire que
le problème du délai de délivrance a été réglé. Et c'est précisément parce que... C'est pas la première fois qu'on nous dit qu'il y aura des passeports en 24 heures. Justement, mais c'est précisément parce que le délai était trop long que pendant la même période, des gens payaient jusqu'à des sommes folles pour avoir le fameux passeport express qui n'existait même pas. Donc, on nous promet un passeport dans les 48 heures. Vous dites bien que c'est une promesse. Précisément, c'est une promesse. Et moi, je crois que cette fois-ci, parce que c'est un partenariat entre l'État et une société privée. C'est un projet PPP. Donc, la deuxième chose, c'est sur ce que vient de dire mon collègue. C'est vrai, mais je vous prends un seul secteur, la location des véhicules. Allez à côté d'un grand hôtel ici à Yaoundé, vous voyez toutes les voitures de luxe qui sont là-bas. Posez les questions à ces gens sur l'endroit où ils paient leurs impôts. C'est-à-dire que notre problème, c'est précisément ça. L'étroitesse de l'assiette est telle que ce sont les mêmes qui paient l'impôt. Ça peut nous avoir un problème d'équité. Si nous parlons de véhicules que nous voyons devant les hôtels à Yaoundé, 100% de ces véhicules, chers collègues, ce sont des entreprises qui sont dans les poches très souvent des fonctionnaires. Bon. Donc des fonctionnaires eux-mêmes qui sont... En tout cas, moi, je constate que ce sont des entreprises qui font dans la location de véhicules et chaque fois que je loue une voiture là-bas, on ne me donne pas de facture, donc il n'y a pas de déclaration fiscale. Je prends l'exemple de ceux qui font le change devant un certain nombre de grands magasins. Vous venez, vous pouvez changer des sommes folles là-bas. Il n'y a aucun reversement. Donc, il y a une grosse partie de l'activité qui n'est même pas imposée, y compris parmi les entreprises, c'est-à-dire qui ne sont pas connues par la comptabilité nationale. Avez-vous idée que dans Yaoundé, on a dénombré à peu près 800 000 débits de boissons. Seulement 25 000 sont connus des services fiscaux. Pourtant, c'est des débits de boissons. Il ne peut pas avoir plus de débits de boissons qu'il y a d'habitants quand même. Attendez. Vous avez dit 800. Vraiment, honorable, laissez-moi développer. Voilà. Donc, nous sommes là dans une logique où l'incivisme fiscal a pris corps de telle sorte que l'administration fiscale a même amélioré. Vous savez que ça a été pour les 30 grosses entreprises qui payent à peu près 85% de notre assiette fiscale. Tout a été digitalisé et je vous dis que si vous faites un sondage aujourd'hui dans les services d'assiette de l'État, les gens veulent partir de la direction générale des impôts pour aller ailleurs. Parce que ce qu'ils décrivent comme comportement individuel ne prospère plus. Maintenant, vous faites votre déclaration par votre téléphone, vous payez à partir de 200 000. Les rapports humains sont réduits. Les rapports entre les contribuables et les agents des services du fisc sont extrêmement réduits. Il ne faudrait pas que ce soit mal compris ce que j'ai dit. J'ai dit l'administration fait des efforts. Oui. Quand je parle de la digitalisation, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous pouvons, malgré le fait que nous avons une loi de finances, et d'ailleurs je suis fier d'avoir fait partie de cette commission qui l'a mise en place, qui réduit le taux de paiement du cash à 100 000 francs. Tout à fait. Il y a des grands magasins à Yaoundé qui n'acceptent que le cash et qui ne vendent que des articles non, qui ça, valent de millions. Ça c'est un autre problème, ça c'est le problème de la monétique. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas que de la monétique, je parle de toutes les transactions digitales. Ça veut dire quoi? Si tu permets, quand tu vas dans un magasin, le moyen de paiement que tu utilises, soit le chèque, soit la carte, soit le virement, ne dépend que du client et l'acceptation du magasin. C'est-à-dire qu'en fait... C'est là où on n'est pas d'accord. Si nous avons un problème et nous pensons que nous devons élargir l'assiette et que nous avons un éminent parlementaire qui va louer ses véhicules sans facture, il faudrait que ce parlementaire revienne nous dire au Parlement ou sur le plateau de Mme Mebenga que ce qu'il faudrait dorénavant, c'est qu'on ne puisse plus louer avec du cash. Non, et comment est-ce que le Rwanda a réglé le problème? C'est de faire un pays sans cash. Donc quand vous prenez, laissez-moi juste aller jusqu'au bout, toutes les transactions que vous faites aujourd'hui à travers des paiements mobiles, peuvent être suivis. Donc vous ne pouvez plus rien cacher. Maintenant, si vous ne pouvez plus que louer un véhicule avec votre carte de débit ou de crédit ou votre téléphone mobile, il y aura un suivi, il n'y aura plus de problème. Chers collègues, je t'assure que... tous ces gens-là vont commencer à payer. Je t'assure que... Donc c'est de ça que je parlais. Je parlais pas que de la monétique. Je t'assure que le moyen de paiement dans les locations... Moi, je loue les voitures régulièrement. Comme client, je paye. Ces gars n'acceptent pas le chèque. Il faut arrêter de payer. Non, attendez. C'est pour vous dire que c'est une réalité économique. Je suis d'accord avec vous. Et le secteur informel s'impose comme tel. Je suis d'accord avec vous. Et vous le savez. Mais pour sortir de cet informel, il faut digitaliser l'économie. Il faut digitaliser l'économie, mais nous sommes là en situation où... Et on a une grande chance où le Covid nous empêche de la digitalisation signifie que
les populations, les agents économiques adhèrent à ta digitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme d'élargissement... Vous savez ce qu'on a proposé, vous savez ce qu'on a proposé au Parlement, au ministère des Finances. Je vais juste vous aider. On a proposé, par exemple, de faire en sorte qu'il y ait un coût. Aujourd'hui, il y a un coût sur les transactions digitales. Donc, quand vous utilisez votre carte de crédit ou de débit, vous payez un certain montant. Ce qu'on a demandé, c'est de renverser la donne. C'est-à-dire que quand vous allez prendre 100 000 francs à votre banque parce que vous n'utilisez pas du digital, que vous payez un forfait dessus pour vous pousser vers le digital. Chers collègues, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas disqualifier. On est quelque peu sortis. Non, on n'est pas sortis. Nous sommes encore dans le sujet. Écoutez-moi, on est quelque peu sortis. Vous ne pouvez pas disqualifier un moyen de paiement comme le numéraire. La question, c'est celle de savoir. Comme la nôtre. Donc, on aura jamais cette assiette. La question, c'est celle de savoir si le Cameroun est dans les normes. Ailleurs, on parle d'un taux d'imposition de près de 20% pour les pays de même niveau que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, ainsi de suite. Le Cameroun est à 13%. En clair, nous sommes encore dans les normes. Nous avons des marges de progression. C'est-à-dire que pour qu'on arrive à véritablement décoller avec le levier fiscal, il faut qu'on atteigne au moins 20 à 25%. Je vous ai dit, certains grands pays devenus émergents ont atteint des taux de 30 à 33%, 35% de leur produit intérieur brut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des pays où toutes les transactions, à 99%, quelles qu'elles soient, quel que soit le niveau où vous intervenez, toutes les transactions sont comptabilisées, elles sont digitalisées, elles sont connues par la comptabilité nationale. En fait, ce qu'il appelle digitalisation, c'est la connexion à la comptabilité nationale. Or, nous sommes au Cameroun, dans un pays où 80% des actifs, c'est-à-dire les domestiques dans les maisons, les chauffeurs, ce sont des gens inconnus des services fiscaux parce que précisément, ils ne sont ni identifiés, ni localisés, ni immatriculés. Et c'est ce que la Direction générale des impôts est en train de faire en termes d'élargissement de l'assiette fiscale. C'est-à-dire que dans un même type d'impôt, qu'on identifie les gens, qu'on les localise, qu'on les immatricule, qu'on les fidélise et qu'on sécurise ce qu'ils ont payé. C'est ça l'élargissement fiscal. Permettez que nous marquions un arrêt dans cette édition de Scène de presse. Pression fiscale au Cameroun qui trinque. Question posée aux journalistes par Michel Renaud-Anja. C'est dans la rubrique Édito. On a une fiscalité qui me semble un peu disparate, disproportionnée. Elle est davantage élargie et attaque beaucoup plus le secteur informel. Lorsque cette fiscalité devient donc beaucoup pressante, vous verrez qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, beaucoup de TPME qui ferment boutique, qui font faillite parce qu'une fiscalité trop agressive. L'État doit assurer les équilibres entre le gain économique dans ses caisses, mais aussi préserver une certaine stabilité sociale. Avec l'avènement de la décentralisation, il y a eu une large assiette d'impôts que cette catégorie décentralisée doit appliquer sur les entreprises, alors même qu'au niveau central, il y a également d'autres impôts qui sont appliqués. Ce qui fait que le contribuable se trouve quand même à un certain niveau, on pourrait dire, étouffé, parce que le moindre sou que vous avez va à la fiscalité, aux impôts. Le circuit de la fiscalité a trois acteurs. Le premier acteur, c'est le producteur des richesses, c'est-à-dire celui qui emploie, qui crée des richesses, à partir desquelles on collecte l'impôt. Et de cet impôt, l'État peut financer son budget, c'est-à-dire financer le développement. Le second acteur, c'est l'État lui-même qui encaisse. Le troisième acteur, ce sont des cadres, n'est-ce pas, de la fiscalité, on peut appeler ça des inspecteurs des impôts, qui font la jonction entre le producteur de la richesse et l'État. C'est curieusement l'une des catégories des fonctionnaires les plus riches de la nation. Alors, comment ça se fait? Il faut regarder d'où provient cette richesse au détriment des pouvoirs publics. Alors, on l'a dit sur ce plateau, le Cameroun a encore une certaine marge, ou alors une marge certaine, mais il faut penser à élargir l'assiette fiscale. Comment justement procéder pour élargir l'assiette fiscale? Quels sont les secteurs quels sont les secteurs qu'on doit imposer? Quels sont les autres secteurs qu'on doit imposer? Écoutez, quels sont les autres agents économiques? Je pense que la mesure la plus courageuse que le gouvernement pourrait prendre et immédiatement, c'est de voir déjà comment
c'est pas nécessairement fiscal, mais c'est du domaine des finances publiques. Comment on peut titriser déjà la dette intérieure? Deuxièmement, si on veut élargir véritablement l'assiette fiscale, il faut aussi penser à un certain moment à baisser les taux. Vous savez, il y a eu un grand débat lorsqu'on a mis les péages routiers en place. Et je pense que si on avait suivi le courant qui voulait les péages à 5 000 francs, beaucoup de personnes auraient construit des routes de contournement dans leur village pour ne pas payer. C'est parce qu'on est à 500 francs que tout le monde se dit que ça ne vaut pas la peine de prendre la route goudronnée pendant 20 km pour ne pas payer 500 francs. Donc c'est très important de comprendre que le taux d'imposition doit être à la hauteur de la bourse du contribuable. En plus, pour élargir, et je me répète peut-être un tout petit peu, il faut sortir du cash. Pour élargir l'assiette fiscale, il faut absolument sortir du cash. Pour 10% de pénétration de plus du digital, quand on va dans le digital, il faut une véritable transformation digitale nationale. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait dans des bureaux avec des fonctionnaires, des politiques, c'est des spécialistes qui le font pour nous arrimer à cela. Et donc, si on passe, des pays qui ont réussi cette transformation digitale nous disent que pour 10 points de pénétration digitale, il y a 2 points d'augmentation de la ressource fiscale. Parce que c'est très simple. Un honorable collègue me disait tout à l'heure que les chauffeurs et les domestiques ne sont pas connus de l'État. Mais c'est normal. C'est parce que vous payez ces gens avec la monnaie que vous avez dans votre poche et vous rentrez chez vous. S'il fallait les payer avec votre carte ou les payer avec une monnaie digitale par travers votre téléphone, le fisc sera au courant que vous avez remis 100 000 francs, 50 000 francs, 200 000 francs à telle personne et pourront faire tout le suivi. Et c'est comme ça qu'on élargit l'assiette fiscale. Nous avons une opportunité en or avec cette crise de la Covid-19 qui veut qu'on ne touche, parce que la distanciation sociale, c'est aussi avec les billets de banque. Hein. Il ne faut pas dire qu'on ne salue pas les gens, mais on caresse les billets. Donc pour toucher moins de billets, il faut passer au digital. Il faut que la monnaie passe, qui est une offensive digitale de notre ministère des Finances, et ça ne dépend pas de la monnaie, CFA ou pas, qui est une offensive digitale pour réduire le taux d'argent en circulation, et ça réduirait aussi la corruption, parce que devinez quoi, on ne corrompt pas un policier ou un douanier ou qui que ce soit avec une carte de crédit, c'est toujours avec du cash. Oui, la digitalisation a commencé, elle porte de très bons fruits. Il faut la poursuivre jusqu'au bout, dans un contexte d'élargissement qui prenne en compte le fait qu'on ne crée pas automatiquement de nouveaux impôts, mais on explore de nouveaux secteurs qui ne sont pas encore fiscalisés ou qui sont sous-fiscalisés. Ça veut dire les identifier, comme j'ai dit, les localiser, immatriculer, fidéliser et supprimer tous les régimes spécifiques. Parce que nous avons beaucoup de régimes spécifiques. Et vous allez voir que beaucoup d'activités qui sont dans l'informel aujourd'hui et qui, plus ou moins, ne savent pas très bien comment ça se passe, vont aller automatiquement vers les impôts. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour baisser le taux parce que les demandes sont extrêmement élevées. En réalité, c'est l'activité, c'est votre activité qui mesure le niveau de votre impôt à payer. C'est la charge fiscale. Est-ce que j'ai plus d'activité? Est-ce que je génère plus d'activité? Et je suis donc dans un régime qui correspond, on appelle ça la justice fiscale. C'est-à-dire que c'est votre activité qui doit vous permettre de payer plus ou moins d'impôts, et sachant qu'il y a quand même un seuil qui doit permettre à tout le monde de payer quelque chose. Alors, je voudrais qu'on termine par là. Le débat sur l'orientation budgétaire va donc s'ouvrir, la session est ouverte à l'Assemblée nationale. Et la question que je voudrais vous poser, messieurs les députés, c'est celle de savoir, selon vous, quelles pourraient être les priorités du budget 2022, sachant que nous sommes dans un contexte de mise en route de la SND30, que nous sommes dans un contexte de crise du fait du Covid-19. Quelles devraient être les priorités? Vraiment, pour moi, le secteur où il faut mettre au moins 10% de notre budget 2022, c'est les arts et la culture. C'est un gisement d'activité, c'est un gisement d'emploi, c'est un gisement de fiscalité, c'est un gisement immense de richesse, pour précisément exalter toutes les vertus de la loi de 2020 sur les activités culturelles et artistiques, sur l'ensemble de l'économie nationale. Vous savez que nous sommes passés d'une culture divertissement, art de société, à une culture
qui doit maintenant, dans le secteur tertiaire, produire... De quelles activités parlez-vous? Les activités culturelles, le cinéma, la musique. Bien sûr, madame, il faut mettre l'argent. Il faut mettre l'argent dans la culture, il faut mettre l'argent dans les arts, dans la littérature, le cinéma, la musique, le théâtre. On n'a pas de salle de cinéma. Non, mais on peut vendre le cinéma. Le cinéma est un produit d'exportation qui se vend même d'ailleurs très bien. Il y a des pays qui n'ont pas de salle de cinéma, mais qui font tout leur chiffre d'affaires avec les arts et la culture, leur richesse nationale avec les arts et la culture. Moi, je crois que si on fait le pari sur les arts et la culture, nous pouvons avoir de très bons résultats. C'est l'une des pistes que moi, je m'engage personnellement à défendre dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Honorable. Je me réjouis qu'il a cette position-là parce que figurez-vous que c'est quelque chose de très important sur lequel je reviens presque chaque année sur les lois de finances. Il faut savoir, peut-être il ne l'a pas mis de cette façon sur la table, le Nigeria est passé d'un pays en ruine à la première économie du Cameroun en investissant premier d'Afrique, pardon, en investissant massivement dans l'industrie de l'art et de la culture. Et je veux dire, aujourd'hui, le monde entier danse sur la musique nigériane. On regarde les films nigérians dans le monde entier. C'est une immense niche que malheureusement nos gouvernants auquel nos gouvernements ne donnent pas toute l'attention nécessaire. J'aimerais féliciter ici pour passer tout ce qui est en train de s'entreprendre autour de Buea, avec tous ces fabuleux producteurs qu'on a là-bas, ces productions. Vous savez que beaucoup de films produits à Buea aujourd'hui sont depuis quelques semaines sur Netflix. C'est quelque chose d'exponentiel. Et ils le font sans l'aide du gouvernement. Donc ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus loin si on investit un tout petit peu là-dedans. Et c'est un énorme, comment dirais-je, ça peut employer des milliers de personnes. Donc je pense qu'il y a cela, mais il ne faut pas oublier que la dernière décennie ou ces derniers temps, on a beaucoup insisté sur les projets structurants, les grands projets. On a vu que ça n'apporte pas grand-chose malheureusement. À court terme. Ouais. Donc maintenant qu'on est passé, on a ces grands projets structurants derrière nous, il faudrait peut-être qu'on insiste sur l'investissement dans tout ce qui est social, socio-économique, c'est-à-dire justement je peux parler de quoi? Je peux parler de la santé, de l'éducation et même de l'électricité, de l'eau. L'année dernière, l'une des recommandations, c'était le Made in Cameroun. Bien sûr. Tout à fait. L'impôt substitution, 50 milliards. C'est un plaidoyer que les députés ont porté pendant quelques années. Et dont je suis très fier du fait que le gouvernement est allé dans ce sens-là et qu'on a finalement mis des taxes sur l'importation des denrées alimentaires de base tels que le riz, la farine, le poisson et d'autres. Je souhaite que l'année prochaine qu'on aille encore plus loin parce que voyez-vous, on a voulu régler un problème de faim. À mon humble avis, il ne va pas être d'accord avec moi. En 2009, on n'avait pas des émeutes de la faim. 2008, on n'avait pas des émeutes de la faim, merci. C'était des émeutes pour la modification de la Constitution. Mais voilà, on a créé un truc et des gens se sont enrichis. On a eu plein de milliardaires qui ont importé pour toute l'Afrique centrale et même de l'Ouest du riz et d'autres choses. Et il faut sortir de là. Il faut sortir de cette logique aveugle. Les Camerounais ont la capacité de produire ce qu'on mange. On a la capacité de produire ce riz-là. On a la capacité de substituer au moins 30% de la farine de blé avec des farines locales. On a la capacité de produire tout le poisson qu'on devrait manger dans ce pays. Mais il faudrait qu'on ait de notre côté le gouvernement. Et que le gouvernement, ça ne pourrait pas se passer du jour au lendemain. Mais comme on est déjà passé à 5% des droits de douane, parce que voyez-vous, la fiscalité de porte ne devrait pas être un instrument pour lever des fonds, pour financer l'État, non. Ça doit être un instrument de régulateur, pardon. Donc il faudrait qu'on l'utilise, qu'on augmente. Moi, je suis d'avis qu'on doit sortir de cette logique où nos parents au village et les paysans camerounais vendent du macabo pour pouvoir acheter du riz parce que le riz est moins cher. Il faut sortir de cette logique-là. Merci, c'est noté. Un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour parler de la CAN. Mise en bouche avec Franck Evina, la revue de presse.
CAN 2021, pas de retrait à craindre. Cameroun Tribune rassure les Camerounais face aux rumeurs qui enflent après le report de la cérémonie de tirage au sort. Le quotidien bilingue national s'appuie sur les déclarations du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le jour aussi, le quotidien bleu indique que pour Narcisse Mouélé-Kombi, il ne fait aucun doute que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations intercamerounaises est un acquis. Même assurance du ministre des Sports et de l'Éducation physique dans le quotidien. Réalité Plus, fidèle à son style hilarant, propose au professeur Narcisse Mouélé-Kombi de laisser s'agiter pour préserver sa santé les artisans de fake news autour de la CAN. Cela même que le journal Essingan qualifie de pourfendeur aux abois. Dans l'anecdote, les vérités et contre-vérités autour de cette CAN en préparation. Le bi-hebdomadaire livre notamment les statistiques sur l'état d'avancement des travaux des infrastructures sportives, hospitalières, hôtelières et des voiries urbaines à 6 mois du début de la compétition dans les villes sélectionnées, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbe. La revue de presse était sur la scène. Retour sur le plateau de Scène de Presse. J'accueille deux nouveaux invités. Michel Dissaquet, qui est directeur du tournoi CAN Total Énergie Cameroun 2021. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Et puis à ma gauche, Boni Philippe, qui est journaliste. Bonsoir et bienvenue. Merci Lucrèce, bonjour. Alors, messieurs, avec vous, nous allons donc parler de la CAN. Il y a une rumeur qui a circulé tout au long de ces derniers jours, faisant état d'une réattribution de cette compétition à un autre pays. Monsieur Dissaquet, dites-nous, que s'est-il passé ou que se passe-t-il? Je pense que ce sont des esprits malveillants, des individus sans foi ni loi, qui veulent nuire à l'honorabilité de notre pays. Ils sont en train de propager les fake news dans les réseaux sociaux. Je pense qu'un report n'est pas synonyme de rétribution à la CAN à un autre pays. Report du tirage au sort? Du tirage au sort. C'était le report du tirage au sort. Je pense que le Cameroun est un État souverain et la relation qui lie le Cameroun à la CAF est une relation partenariale. Et qui dit partenaire, lorsque un partenaire est en difficulté, il peut rencontrer l'autre partenaire pour poser ses problèmes, pour trouver une solution. Je pense que c'est ce qui s'est passé. La CAF a saisi le président du COCAN, le ministre des Sports, le 2 juin, lors d'une visioconférence à 18h, pour poser le problème du report, puisqu'il parle de la nouvelle CAF. La nouvelle CAF a une vision. Ils sont en pleine restructuration. La preuve en est que nous avons obtenu un premier logo. Après, un second est arrivé. Nous avons été saisis par le nom de la compétition. Après, le nom de la compétition a changé. Ça veut dire qu'il y a des problèmes structurels au sein de la CAF. Alors, si la CAF a une vision et veut faire de cette cérémonie de tirage au sort une cérémonie à l'échelle planétaire, puisqu'ils ont rassuré M. le ministre qu'ils sont pour parler avec plusieurs chaînes de télévision, dont la cérémonie sera retransmise en direct dans tous les 5 continents. Donc, je pense que ça sera quelque chose de positif. Donc, si un partenaire vient vers vous et vous pose le problème, vous jugez, bon, on ne pouvait pas se braquer. Puisque nous avons une relation partenariale, on ne pouvait pas dire non. Donc nous avons accepté et ils ont matérialisé leur vœu le 4 juin par une correspondance. Puisqu'à la CAF, ce sont les lettres écrites qui sont des médiums officiels de communication. Alors, je voudrais, Boni Philippe, vous écouter sur cette question. Vous êtes entré en contact avec la Fédération algérienne de football parce que, selon vous, la rumeur, d'une certaine manière, serait partie d'une mauvaise interprétation des propos du président de cette fédération. Oui, merci Lucrèce pour le compte du média qui m'emploie, le consortium Groupe L'Anecdote et Vision 4 qui m'emploie. Je suis évidemment, effectivement, rentré en contact avec la Fédération algérienne de foot et appelé l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun qui m'ont tous dit qu'il n'y avait pas débat sur une éventuelle possibilité de retrait de la CAN au Cameroun. Le débat, et lorsque vous voyez les échanges de correspondance entre le Cameroun et
et la CAF, il n'y a pas d'ombre de doute sur l'effectivité de la tenue de la CAN au Cameroun. Même si effectivement, il faut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et cela, c'est réparti effectivement de ce que le président de la Fédération algérienne de football, élu à la tête du comité olympique national algérien, a fait une déclaration pour dire que l'Algérie était à même d'organiser une Coupe d'Afrique à 24 équipes. Vous savez que la Confédération africaine de football, il y a quelques mois en arrière, a sélectionné quelques 5 pays qui disposent d'infrastructures fiables. Et le Cameroun en fait partie. Le Cameroun en fait partie. Il y a le Cameroun, il y a l'Algérie, il y a l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Enfin, le Cameroun fait partie du top 5. Et donc, il voulait simplement dire que son pays est capable d'abriter une Coupe d'Afrique à 24 équipes. Alors, lorsque j'ai eu ces responsables, il a dit les propos de son président ont été travestis et qu'il n'en était pas question et qu'ils avaient tout le bonheur de nous annoncer, de m'annoncer pour le compte de Division 4, eh bien, qu'ils viendront au Cameroun. Mais quelque chose, il y a eu un petit hic, parce que généralement c'est un responsable qui parle à visage découvert. Il n'a jamais demandé qu'on le cite sous anonymat, et c'est la première fois qu'il demande qu'on le cite sous anonymat. Pourquoi il a demandé qu'on ne le cite pas? C'est une interrogation, mais je précise que c'est un responsable de premier plan à la Fédération algérienne de football. Alors maintenant que c'est clair, le Cameroun a sa CAN, je voudrais que nous nous intéressions aux préparatifs de cette compétition de manière générale, et je voudrais que nous commencions par le complexe sportif d'Olembe. Monsieur Dissaké, où est-ce qu'on en est? Oui, le complexe sportif est pratiquement achevé, l'aire de jeu est impeccable, les vestiaires sont finis, on attend tout simplement placer les box des joueurs, la sono est terminée, nous avons une sono de réserve, il y a les pylônes sont déjà fixés, nous sommes à 2600 luxe, au lieu de 1500 à 2000 selon le cahier de charge, donc nous sommes au-dessus du cahier de charge. Mais qu'on vient de rappeler tout de même que Olembe, c'est tout un complexe. Mais la partie qui concerne la CAN est pratiquement OK. Donc, on a parlé... Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur ce mot que vous venez justement de prononcer, oui. Pratiquement prêt. C'est-à-dire que... Pratiquement prêt, puisque nous avons reçu... Ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire, madame. Même il y a ces écailles de pangolin dont on parle, il y a la piste d'athlétisme, il y a les câbles qui sont encore en cours de tirage. Les câbles qui vont, sur lesquels on va accrocher les écailles de pangolin sont en train d'être tirés. 2-3 jours, on va finir avec les tirages. Et on va commencer à accrocher les écailles. Et ces écailles vont prendre 1 mois. La piste d'athlétisme, le tartan, est déjà là. On ne l'a pas placé à cause de la saison pluvieuse. Donc le tartan sera placé. En août, on aura le match international test. On va revenir sur ce match international test. Mais je voudrais d'abord écouter Bonnie Philippe sur la question. Vous avez fait partie pratiquement de toutes les visites de chantier de ce stade-là, de ce complexe. Qu'est-ce que le reporter a vu? Le reporter a vu ce qu'il a vu en 2018 déjà, qui favorisait déjà le même discours que nous tiens sur Mbarga ce soir. En 2018, on disait que les travaux étaient avancés à 85-90%. 3 ans plus tard, alors que lorsque la CAN a été retirée par la CAF, le Cameroun a crié au scandale en disant si vous nous aviez laissé 3 mois, on aurait terminé la construction de notre stade. Et 3 mois après, vous voyez quel courage les responsables du ministère des Sports, les Camerounais ont à tenir le même discours qu'ils ont 3 ans après, à nous dire que les travaux sont toujours à 90. Je vais vous dire, pour ce qui est, vous avez parlé de la pose des écailles de pangolin. La fixation des câbles est généralement le travail le plus difficile dans cette opération, dont la fixation des câbles n'est pas terminée. Il est terminé dans 2-3 jours. Oui, d'accord. On donne toujours les délais, M. Mbarga. C'est ça le problème. Mais cela va de soi. Ce sont les ingénieurs qui nous donnent leur planning de travail. On est d'accord. On s'appuie sur le planning des ingénieurs. On est d'accord. Donc, nous en sommes à la fixation des câbles. Alors, il y a 2 mois, lorsque le ministre des Sports a tenu une visite de ce côté-là, on disait exactement que dans 3-4 semaines, on en aura terminé avec la pose des écailles. Et donc, vous voyez qu'on n'en est qu'à la pose, à la fixation des câbles
soutenir ces écailles-là. Et la pose des écailles n'est pas engagée encore. Donc nous en sommes là. Pour ce qui est de la piste d'athlétisme, il faut que vous sachiez, Lucrèce, que lorsque vous arrivez à Olembe, il y a un aspect qui peut faire l'objet de satisfaction, c'est la pelouse. On peut jouer un match au stade d'Olembe, au moment où je vous parle. On peut disputer un match, même si les vestiaires, il y a un certain nombre d'aspects qui sont insatisfaisants. Mais Olembe n'est pas prêt. Est-ce que vous vous êtes intéressé à la zone média qui est à la zone média pour la CAF? La zone média n'est pas prête, n'est pas entièrement prête. Les toilettes de la zone média, au moment où je vous parle, sont en train d'être construites. Je ne sais pas à quel niveau ils sont exactement, mais rien n'est prêt. C'est-à-dire, si on disait que la CAN se joue demain, la zone de presse ne sera pas prête. Et vous savez que la Confédération africaine de football a marqué un point d'honneur sur la capacité de la zone média et sur le standard que le Cameroun devrait donner à cette zone-là par rapport à la contenance du stade. Sur la zone média, je pense que le ministre de la Communication était là avec le DG de la CRTV. Les travaux avancent de manière satisfaisante. Donc les différentes zones médias sont en cours d'achèvement. Je ne sais pas... Mais qu'est-ce qui est achevé, M. Mbaga? Quelles sont les statistiques de M. Boni-Philippe? Parce que vous savez que dans un chantier, vous arrivez là mardi, vous arrivez mercredi, vous trouvez que les gars ont progressé d'un cran. Je ne sais pas quelles sont les statistiques de M. Boni. Quand est-ce qu'il a fait la dernière descente à Olembe, particulièrement au niveau de la zone média. Donc, vraiment, les travaux avancent de manière satisfaisante. Je pense que le DGT là, ils étaient là vendredi avec M. le ministre de la Communication. Alors, et qu'en est-il des autres infrastructures? Le centre commercial, l'hôtel. Il y a des infrastructures dédiées à la CAN. L'hôtel, le centre commercial, ça n'a rien à foutre avec la CAN. Ça n'intéresse pas la CAN. Olembe, c'est un complexe. C'est un complexe, effectivement. Mais avec la CAF, on vous demande l'heure de jeu, on vous demande les vestiaires, on vous demande la sonorisation et le reste. C'est un complexe. Mais pour le moment, on s'intéresse, on focalise nos énergies sur la partie qui concerne la CAN. Oui, mais Lucrèce... Les hôtels, nous n'avons pas un point d'hôtel à Yaoundé. Donc, on ne peut pas s'intéresser à l'hôtel 4 étoiles de Lembe. Oui, monsieur le directeur, c'est bien compliqué ce que vous dites. Vous dites aux Camerounais aujourd'hui qu'il y a un budget qui a été mis... c'est un point de priorité. C'est un point de priorité. Nous ne disons pas que le budget est mis de côté. C'est un point de priorité. Vous expliquez aux Camerounais ce soir... On veut que la CAN se joue. Monsieur la CAN ne se joue pas dans les hôtels, monsieur. Monsieur Dissakembar, on est d'accord. Oui, merci. On est d'accord. Mais vous savez bien que les hôtels font partie intégrante, vous savez, de la dispute d'une CAN, de la tenue d'une CAN dans un pays. Effectivement, vous savez pourquoi Garoua pourrait être disqualifié ou du moins recevoir 2 équipes et non plus 4 comme c'est prévu initialement. C'est justement parce que le parc hôtelier de Garoua ne va pas le permettre. Et donc, on va revenir sur Garoua. Non, Lucrèce, ce qui est important de savoir. Avec Olembe et puis on va enchaîner sur Garoua. Je parle de Lembe justement. Ce qui est important de savoir, c'est cette manière courageuse de se moquer, de se foutre de la gueule des Camerounais. Nous avons eu un budget initial de 163 milliards de francs CFA qui était dédié à la construction d'un complexe sportif initialement appelé le Paul Biya All Sport Arena. Alors, M. Dissake nous dit aujourd'hui, comme le ministre l'a dit il y a 2 mois lors d'une visite à Olembe, il est passé aux avants en disant « Nous n'en sommes plus à la construction du complexe. Nous parlons maintenant d'un stade. » Attention, il ne faut pas dénaturer mes propos. J'ai dit qu'il y a la priorité. Laissez-moi aller jusqu'au bout. L'hôtel 4 étoiles laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, M. Mbarga, laissez-moi aller jusqu'au bout. Et lorsque vous venez dire ce soir, vous avez le courage de venir ce soir, nous avons eu 163 milliards basiques pour la construction du complexe sportif de Lembe et que nous n'en sommes plus qu'à la construction d'un stade. Alors, où sont les cours de tennis, où sont les cours de handball, où est la piscine qui rentrait dans l'enveloppe de 163 milliards de francs CFA, M. Mbarga? Et vous nous dites, 3 ans après le premier retrait, le premier glissement de la CAN au Cameroun, que nous sommes toujours en train de terminer les travaux. Quand est-ce que vous allez livrer le stade de Lembe? Je pense que c'est des questions auxquelles vous devez apporter des réponses. C'est l'aire de jeu et les 2 annexes. Alors, qu'est-ce qui sera livré en novembre?
En novembre, c'est l'aire de jeu. C'est l'aire de jeu qui sera livrée en novembre. Parce que lorsqu'on parle des hôtels, les hôtels sont validés par la CAF. Et en aucun moment, on a présenté l'hôtel 4 étoiles de Lembe à la CAF. Donc tous les hôtels sont basés ici, que ce soit la piscine olympique, la CAF n'en a pas besoin. Nous avons besoin tout simplement de l'aire de jeu et ces 2 annexes pour la CAN. Je ne suis pas en train de dire qu'on va se limiter à ces 3 infrastructures sportives. Les autres Sauf viendront. Que vous concentrez vos efforts sur l'essentiel, c'est cela. Pour que la CAN se joue. Et c'est ce qui sera présenté en novembre. C'est une manifestation de l'incompétence. Non, non, c'est une manifestation de l'incompétence. C'est votre interprétation, M. Boni-Philippe. Parce que, je vais vous dire, Lucrèce, si vous prenez la chronologie de la construction du complexe sportif de Lembe, qui n'a jamais cessé d'être un complexe, c'est depuis quelques mois que l'on nous dit que c'est un stade qui n'a que pelouse et les vestiaires. C'est un complexe qui doit être construit et que les Camerounais attendent. Et si vous prenez la chronologie, Pichini, qui est la première entreprise adjudicataire du côté de Lembe, a donné des délais de livraison d'un complexe sportif. Et lorsque Pichini est parti, par des manœuvres, des ruptures, on dira, abusives de contrat. C'est responsable de vos propos. Oui, bien sûr, bien sûr. McGill nous a dit, voici le délai de livraison des travaux du complexe de Lembe. Il n'a jamais été question de la pelouse. Je vous dis que la pelouse est terminée depuis très longtemps et que nous pouvons jouer un match de Coupe du Monde sur la pelouse de Lembe, puisque ça fait partie des plus grands stades du monde. Maintenant, d'où vient-il que... Il n'y a pas les écrans. Il n'y a pas les écrans. On saurait jouer sur un stade comme cela sans écran. Bon, non, la pose d'écran est un détail, M. Mbarga. Mais comment est-on parti... On ne peut pas homologuer un stade sans écran. Comment est-on parti de la construction d'un complexe pour la priorité qui est donnée à la pelouse? C'est la question à laquelle vous devez répondre. Il faut que vous vous expliquiez aux Camerounais comment ça s'est passé. C'est pour faire jouer la CAN. Alors, l'une des priorités, c'est justement les écrans dont vous parlez. Effectivement, les écrans sont en train d'être mis au bateau de la France. Les écrans seront placés. Donc, le délai de novembre sera respecté. Olembe a 12 ans, Olembe a fêté sa 12e année de construction. Vous vous imaginez un chantier, même le World Trade Center, je pense que ça s'est construit en moins de temps. Et on a le courage de venir dire aux Camerounais, écoutez, la priorité c'est l'heure déjà maintenant pour 163 milliards de francs CFA. Les Camerounais ne sont pas dupes, c'est vous qui faites cette analyse, M. Boni-Philippe. Match test, c'est quand le match test? En août, le match test en août pour voir la fonctionnalité des différents appareils, techniques et technologiques. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur le site de Garoua. Oui, madame. Où est-ce qu'on en est exactement? Le site au niveau Avant que vous ne réagissiez, oui, si vous le permettez, je voudrais qu'on écoute le ministre des Sports sur cette question-là, le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui s'est exprimé cette semaine sur les antennes de plusieurs chaînes de télévision et de radio. C'était un point de presse qui donnait du côté justement du complexe sportif de Lembe et il s'est particulièrement apaisanti sur le site de Lembe. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? On va à nouveau l'écouter. Il est en focus. À Garoua, pour améliorer la capacité d'accueil des structures hôtelières répondant aux critères de la CAF, un certain nombre d'établissements hôteliers ont été retenus. Nous nous renseignons quotidiennement sur l'évolution des travaux en cours à l'hôtel La Benoué que nous avons eu à visiter. Et je puis vous dire que les travaux de finition avec ameublement de VRD et sur la piscine sont en cours à La Benoué. Une avancée significative est observable dans les ailes A et B. 64 chambres sont quasiment prêtes à Garoua. Ce qui nous a été recommandé par la CAF sur Garoua, c'était de faire en sorte que la Benoué puisse abriter ne fût-ce qu'une équipe. Et en l'état actuel des choses, la Benoué avec 64 chambres, et compte tenu des délais que nous avons, qui courent encore devant nous, pour les travaux de finition, sera en mesure d'abriter peut-être également 2 équipes. Boni-Philippe,
Vous venez d'écouter le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Je voudrais juste ajouter à la suite du ministre qu'il y a d'autres infrastructures hôtelières, sous votre contrôle évidemment, qui ont été proposées à la CAF. Il s'agit de 5 hôtels sans publicité, le Flamboyant, le Ribadou, l'hôtel Relais Saint-Hubert, Shalom et puis le motel Plaza. Alors, est-ce que ces hôtels sont à même de résoudre le problème, Boni-Philippe? Je l'espère, on va l'espérer. Aujourd'hui, si la CAN devait se jouer en janvier prochain, tel que ça se passe avec la lenteur de l'exécution des travaux, il n'est pas sûr que Garoua puisse abriter 4 équipes, puisque c'est un site à part entière. Donc, j'ai suivi des rumeurs ci et là qui faisaient état d'une éventualité de 2 équipes qui descendraient de ce côté-là au lieu de 4, ou alors qu'on supprime carrément le site de Garoua pour ce qui est des matchs de poule et qu'on y aille pour jouer en quart de finale, sachant que c'est 2 équipes qui seront de ce côté-là. On n'en est pas encore là. Donc, oui, bien sûr, et ce n'est pas un souhait pour un Camerounais, surtout pas pour un journaliste de sport qui a le bonheur de vivre une CAN à la maison. Et donc, le problème de Garoua est justement au niveau de son parc hôtelier très insuffisant. Aujourd'hui, nous avons l'hôtel Ribadou, qui est le seul de 70 chambres, à même d'accueillir une compétition ou des délégations homologuées CAF. Et en dehors de ça, si la CAN devait se jouer aujourd'hui, Lucrèce, il n'y a pas d'hôtel à Garoua. C'est le même scandale que ce que l'on vit à Yaoundé, à Olimbe. Et donc, on espère que d'ici à quelques mois, ces hôtels dont vous avez cité les noms pourraient être disponibles et surtout pourraient être homologués. Parce que ce n'est pas dans tous les hôtels que les délégations logent. Et si le Cameroun s'aventure à loger les délégations CAF dans des hôtels qui ne sont pas homologués, monsieur le directeur sait que le Cameroun sera fortement frappé. Alors, justement, le ministre a parlé de l'hôtel La Bénoué. Il a dit que les travaux avancent et qu'on pourrait avoir à peu près 70 chambres. Effectivement, lors de la dernière visite, on était à 68 chambres déjà terminées. Je suis assez content de la réaction de M. Bournic qui dit qu'il espère. Lorsqu'on espère, il y a la vie qui est devant nous. Le mécanisme d'attribution ou bien de validation des différentes infrastructures, on présente toutes ces infrastructures à la CAF. C'est la CAF qui choisit. C'est la CAF qui choisit les infrastructures. On ne les impose pas. Ils ne sont pas dupes. La mission d'inspection était une mission couplée. CAF-FIFA. Vous arrivez, qu'est-ce que vous avez sous la main? Vous les présentez. Ils ont des critères d'évaluation. À la fin, ils vous disent, voici les hôtels que nous avons retenus. Alors, toutes les infrastructures hôtelières que vous avez proposées sont aux normes de la CAF, selon vous? Aux normes de la CAF. Aux normes de la CAF. Maintenant, nous sommes en train de voir, est-ce que nous allons avoir un joueur par chambre ou 2? C'est ça l'équation. À plusieurs inconnus. Donc, pour le moment, il y a un plan B, puisqu'il y a déjà certains hôtels qui sont ciblés, pouvant abriter 2 équipes. Si la Bénoué est livrée, ça sera une plus-value pour la poule de Garoua. Donc, il n'y a pas de tricherie. Vous venez avec les inspecteurs, vous dites, voici un hôtel pressenti, voilà le second, voilà le troisième. À la fin, eux-mêmes, ils voient, vous ne pouvez pas cacher. Eux-mêmes, ils voient si ils peuvent valider ou invalider. Donc, c'est ça la méthodologie qui est utilisée avec les inspections CAF. Boni-Philippe, je voudrais si vous permettez, qu'on se balade dans les autres sites qui vont recevoir les délégations. Et c'est dans ce zooming que nous propose Gouet Amandin, qui a fait le tour de tous les sites qui sont appelés à recevoir les 24 délégations qui vont arriver au Cameroun à partir de janvier prochain. En proposant le stade de la réunification de Bépanda à Douala comme un terrain d'entraînement pour la CAN de 2021, le Cameroun montre aux yeux du monde que son offre en infrastructures sportives va au-delà du maximum exigé par la Confédération africaine de football. Voici les 6 stades qui vont abriter les matchs de la CAN à venir. Ici à Yaoundé, le complexe sportif d'Olimbe avec ses 60 000 places et le stade Amadou Ahidjo d'Mfandena d'une capacité de 40 000 places. À Douala, le stade de Japoma, 50 000 places. À Limbe, le stade Omnisport de 20 000 places. Même capacité à Garoua avec le stade Roumde Adja et à Bafoussam, son stade Omnisport au lieu d'Ikouekon, 20 000 places également. À côté de ces stades retenus pour la compétition,
Certains des 35 terrains d'entraînement, tous réglementaires, disséminés sur l'ensemble du territoire, seront à la disposition des 24 sélections qualifiées à la CAN 2021. Pour le comité local chargé de l'organisation de la CAN au Cameroun, l'aspect lié aux infrastructures sportives ne devrait aucunement faire l'objet d'un quelconque ergotage. Il y va de même en termes d'hébergement. Le Cameroun dispose d'un spectre assez large en matière d'infrastructures hôtelières. Des hôtels, toutes catégories partout seront affectés des différentes poules de la CAN. Au mois de mai dernier d'ailleurs, la mission conjointe CAF-FIFA est rentrée satisfaite après avoir fait le tour dans ces différentes villes qui vont abriter des matchs de la CAN au Cameroun. L'Égyptienne Inas Famille de la CAF et le Suisse Laurent Esne de la FIFA, qui conduisait le collège des membres de la commission d'inspection, se sont rendus compte que certains de ces établissements hôteliers peuvent héberger plusieurs délégations à la fois, chacune avec ses issues d'entrée et de sortie. C'est dire, somme toute, que le Cameroun est prêt pour l'organisation de la CAN 2021. Le doute, alimenté à travers plusieurs plateformes d'information par certains détracteurs, habitués de la désinformation, est dissipé par le ministre des Sports, président du COCAN. Professeur Narcisse Molekombi a donné un point de presse à ce sujet lors de sa dernière visite au complexe sportif d'Olembe, ici à Yaoundé. Retour sur le plateau pour parler du site de Japoma et des voies d'accès. Sachant ce qui se passe avec la pénétrante Est à Douala. La pénétrante Est, il y a 2 voies qui partiront de la Dibamba jusqu'au raccordement et les travaux vont s'achever en décembre. Donc voilà ce que j'ai eu comme information auprès des ingénieurs McGill. Il y aura une voie, il n'y aura pas de problème. Par-dessus le marché, il y a ce qu'on appelle les couloirs spéciaux. C'est-à-dire que lorsque une équipe se déplace, on arrête toute la circulation et on laisse l'équipe passer. Donc voilà tant de formules qu'on peut utiliser pour pouvoir permettre aux équipes d'arriver dans leurs différents lieux de compétition à temps. Bafoussam, qui semble quand même assez éclaté. Effectivement, Bafoussam est assez éclaté. Il y a 2 terrains dont nous sommes en train de travailler sur la maturité, la maturation des pelouses. Il y a des hôtels, des pelouses qui sont à côté de 2 hôtels, sans publicité, à Tajidor et Vallée de Bana. Donc je pense qu'ils ont fait les semis. D'ici 2 mois, il n'y aura pas de problème avec ces éclatements. C'est vrai, les infrastructures sont dispersées, mais une fois que ces 2 terrains seront validés, les équipes qui seront dans ces hôtels n'auront pas de problème. Alors, je voudrais que nous nous intéressions à une question. Bonnie Philippe, j'imagine que vous avez évidemment couvert le CHAN. Il y a ce problème de tourniquet pour les billets d'entrée au stade. C'est également une inquiétude. Est-ce qu'elle a été levée? Monsieur Dissaké nous le dira. Qu'est-ce que vous avez vu pendant le CHAN? Ce qu'on a vu, il faut déjà dire, Lucrèce, le Cameroun c'est absolument modernisé pour ce qui est de la disponibilité des infrastructures sportives. Ça, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, cette transformation en quelques temps, dont nous portons fièrement aujourd'hui le statut de pays loti d'une capacité infrastructurelle sportive assez impressionnante. Mais il y a des petits trucs à régler, effectivement. Vous avez parlé des tourniquets au stade. Lors du CHAN, c'était... on a senti qu'on sortait du village encore, parce que ce système assez moderne d'entrée, d'accès au stade pour les spectateurs n'a pas tourné. On a essayé en 2 jours et puis on a complètement arrêté cela. Je pense qu'il faut que le ministère des Sports, que tout ce qui gravite autour de l'événement CAN, essaye de mettre cela en marche. Parce qu'avec la CAN, j'imagine qu'on sera complètement sorti de l'environnement Covid. Donc il y aura du public au stade. La CAN est un événement populaire. Il faudrait absolument, pour qu'il y ait du contrôle au niveau des entrées, qu'il y ait ces tourniquets-là qui servent à filtrer des gens, des personnes mal intentionnées peut-être qui viendraient à vouloir entrer au stade, accéder au stade sans biais d'accès. Donc ça a été inopérant pendant le CHAN. J'espère que la CAN nous permettra aux Camerounais de découvrir cet outil moderne d'accès dans des stades. Monsieur Michel Dissaké, oui, s'agissant des tourniquets, la quasi-totalité des stades de compétition ont les tourniquets.
Mais la difficulté au niveau des tourniquets, c'est que chaque entreprise utilise une technologie précise pour mettre sur pied ces tourniquets. Ça, c'est d'un de deux. Les prestataires de la billetterie, alors c'est chacun qui exploite ses données personnelles. S'agissant du CHAN, on n'a pas pu utiliser les tourniquets parce que le prestataire a plutôt utilisé les PDA, les Personal Digital Access, pour contrôler les billets. Et il y a ce principe d'harmonisation de la CAF. Si nous mettons les tourniquets en marche dans un stade, ces tourniquets doivent marcher dans tous les stades. C'est-à-dire qu'on doit traiter les spectateurs de la même façon. Donc s'il y a blocage sur un seul stade, on ne pourra pas. Donc nous sommes en train de nous atteler, comme a dit M. Bonnet-Philippe, on ne peut pas embrasser la modernité et faire des marches en arrière. Je pense qu'on va voir dans quelle mesure cette équation sera résolue. Oui, il faut préciser, j'ai suivi le papier de Joseph Pat. Douala a le stade, le complexe du Japoma, mais il y a aussi le stade de la réunification, qui lui aussi a subi une mutation extraordinaire. Parce que le stade de Bepanda peut aujourd'hui accueillir un match de football de n'importe quelle compétition. Et ça, je crois que c'est à mettre à l'actif, bien sûr, de ceux qui étaient chargés de mettre ces infrastructures en place et de les réhabiliter. Alors, c'est entendu, on le sait donc désormais, le Cameroun, sur le plan des infrastructures sportives, est prêt. Sur le plan des infrastructures hôtelières, on va le dire, excepté Garoua, qui nous donne quelques soucis, est également prêt. Mais moi, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur les acteurs de premier plan de cette compétition, c'est-à-dire les Lions indomptables. Bonnet-Philippe, question en quelques mots. Quel lion pour gagner la CAN qui se joue à la maison? Il faut que nous ayons une équipe qui soit déjà choisie, sélectionnée de façon objective. Qu'on laisse certaines considérations. Les considérations ici, c'est généralement qu'on aille regarder du côté de la diaspora et qu'on ne tienne pas compte de ce qui se passe localement. Vous savez, la dernière fenêtre internationale FIFA a consacré ce que j'appelle personnellement une sorte de corruption dans l'équipe, pas forcément du marchandage, comme j'entends certains dire, mais ça peut être des mauvaises interprétations du sélectionneur, de la forme des joueurs. Lorsque vous avez une équipe, Lucrèce, comme Coton Sport Garoua, qui est en compétition africaine et qui fait un joli parcours, qualifié pour les demi-finales, vous ne pouvez pas expliquer à un pays que vous avez une sélection qui ne comprenne pas, qui ne retienne pas quelques éléments de cette équipe-là qui sont tangibles et qu'à contrario, vous retrouviez dans l'équipe des joueurs qui jouent dans des championnats secondaires et généralement qui sont des titulaires de banc de touche. Je pense qu'il faut que le sélectionneur soit rigoureux dans la sélection de ces éléments et qu'on revienne, pourquoi pas, avec l'aide du ministère des Sports, peut-être même que ce soit une exigence du ministère et de la FECAFOOT, qui est la loi des quotas qui rentre encore en compte, à savoir on sélectionne 40% des joueurs locaux et 60% des joueurs de la diaspora. C'est entendu. Michel Dissaquet, question à l'inspecteur général des services au ministère des Sports et de l'Éducation physique, pas au directeur du tournoi. Préparatif de la CAN, qu'en est-il des primes des Lions indomptables? Est-ce que cette question est réglée à 7 mois de l'événement? On se souvient de ce qui s'est passé en 2019. Comment faire pour éviter un remake? Effectivement. Vous savez, nous sommes très très concentrés sur les infrastructures qui vont accueillir la CAN, mais je crois que d'ici 2 à 3 semaines, après la visite de la CAF, ils arrivent demain. Je pense que nous allons, avec la FECAFOOT, tenir une réunion pour régler ces problèmes de primes. Vous le savez comme moi, ce sont des problèmes qui donnent toujours des frayeurs. Chaque fois que l'équipe est en train de préparer une compétition, je pense qu'on va tenir une réunion et chaque joueur aura une idée de ce qu'il attend si jamais il est sélectionné pour cette compétition. Alors, on va retrouver Daniel Menanga dans quelques instants. Le temps qu'elle s'installe, je voudrais juste qu'on revienne sur le volet communicationnel de cette compétition, notamment en ce qui concerne la phase préparatoire. La presse privée se dit quelque peu lésée. Non, mais pas quelque peu, c'est... En quelques secondes. Oui, c'est scandaleux ce qui se passe. Vous voyez, très bientôt, le directeur d'Isaac Mbarga, le ministre des Sports, tout le pays va appeler la presse privée à l'union sacrée.
à accompagner les lions indomptables, à porter la voix des lions et tout ça. Mais maintenant, vous avez la constitution des commissions d'organisation a été faite par le ministre des Sports. Il n'y a pas un soupçon de membres de la presse privée. Nous faisons un travail républicain, un travail citoyen. Et là, nous n'appartenons plus au Cameroun. Lorsqu'il faut redistribuer ce que j'appellerais entre guillemets des prébendes, des petites récompenses, machin. Mais bientôt, les lions seront en difficulté. Le Cameroun aura besoin de vendre son image, d'exposer sa belle image. On appellera la presse privée. Et en ce moment, on pourrait leur opposer une fin de non-recevoir. Et ça sera logiquement. Les commissions ne sont pas terminées. Je pense que c'est une observation très pertinente. Mais il y a les commissions, il y a la commission de veille et il y a une commission de veille communicationnelle. Donc, il n'est pas trop tard de réagir et satisfaire. Bravo, le comité d'organisation a été rendu public. Non, il y a un directoire. Il y a un directoire. Nous n'avons pas fini avec les textes. Vous pouvez compter sur moi, M. Boni-Philippe. C'est entendu. Et maintenant, nous retrouvons Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Lucrèce. Dans la suite de la deuxième une du débat de scène de presse, Camer Presse rappelle que la mission, à propos de la mission de la CAF, le COCAN a tout pris. Une nouvelle mission CAF-FIFA commence ce lundi 14 juin 2021 à Yaoundé avec la signature ce mardi 15 juin 2021 d'un accord cadre toujours secret pour les parties camerounaises contractantes. La présence à Yaoundé du Ghanéen Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint annoncé comme démissionnaire, marquera donc la vraie fausse histoire des deals qui règnent à la CAF. C'est Camer Presse qui le dit. Cameroun Tribune à propos du statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le médiateur de tous les espoirs, neutralité, impartialité, lutte contre le discours haineux, prise en compte des desiderata des populations sans distinction aucune, sont au rang des premières attentes exprimées par les populations à la suite de la nomination des Public Independent Conciliators. The Guardian Post Daily Dark Clouds hover over 2021 and 2022 academic year. Stakeholders in book sector threaten strike over alleged alarming corruption at National Book Commission. Parliament PM's office connect petition, but Commission President says accusation unfounded. Intégration qui parle dans la zone du Cameroun, zone anglophone au Cameroun, carton plein pour le bac et le GCE, Covid business au Cameroun, la galaxie Mohamedou Dabo, puis monnaie commune de l'Afrique centrale, la France disqualifiée, les détails du point de vue de Babi Sakana, ingénieur financier. À lire donc dans les colonnes du journal de Thierry, ce lundi. Défi actuel en plus clair sur le même sujet évoque les propositions pour une nouvelle monnaie en zone CEMAC dans une correspondance adressée au chef de l'État des États de l'Afrique centrale, le dirigeant du cabinet Prescriptor, met en exergue l'inefficience, je cite, l'inefficience économique et politique et de la coopération monétaire avec la France, dixit Babi Sakana. L'économie report coopération, l'Allemagne est invitée à accompagner le secteur privé s'exprimant à Yaoundé le 9 juin 2021 au cours d'une réunion avec les autorités allemandes. Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a souligné qu'il constitue le moteur essentiel de la croissance. Et qu'au matin, à propos de Covid-Gate, la BEAC demande des comptes à Mediline Médical, le consul honoraire de la Corée du Sud, Mohamedou Dabo, a maille à partir avec la Banque des États de l'Afrique centrale, l'homme d'affaires camerounais qui a remporté 90% de la livraison des tests de dépistage au Covid-19 a déjà essayé à 3 reprises d'obtenir l'accord de la BEAC pour virer 5 milliards de francs CFA. Mutation, loi de finances rectificative, adoption à la césarienne. Les débats ont achoppé sur l'endettement du Cameroun jugé lourd et improductif. Les explications du ministre des Finances au député SIF Joshua aussi.
échappe au 8.0 également à lire dans les colonnes de mutation ce lundi. Ladies News plaide pour une prise de conscience des dangers de l'avortement. À la une, donc, Tars et Avatar d'une pratique dangereuse, et l'image suffit pour décourager. Témoignage choc d'une jeune dame. Aucune femme ne devrait plus vivre ça. Bac 2021. Nalo Valyonga, visibly satisfied. Quotidien éco-santé pour finir. Transfusion sanguine. Les journalistes et les médecins font don de leur sang. Hôpital régional annexe TD a bientôt un scanner disponible et le plateau technique renforcé. Voilà pour la revue des unes et bien d'autres certainement que vous retrouverez dans les kiosques si vous vous y rendez. Merci. Merci Daniel. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci messieurs d'être venus. La presse quitte la scène. Bonsoir.